on a eu nos premiers clients hier soir. La victoire, c'est de reprendre. Celui qui est à l'hôtel aujourd'hui, vraiment, c'est qu'il n'a pas le choix. Bonjour Émilie, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui pour qu'on puisse discuter un petit peu de ton point de vue en tant qu'hôtelière dynamique et pétillante. Mais ça, c'est parce que je te connais, je connais ton trait de caractère. Tu es co-directrice d'un groupe familial qui est très présent en région Occitanie et qui s'appelle le groupe HIS. Et on voulait un petit peu avoir ton point de vue, ton retour d'expérience sur la situation actuelle. Évidemment, elle est inédite et on ne va pas en refaire des tartines sur le sujet. Il faut se confronter à la réalité et puis y aller. Est-ce que déjà tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe aujourd'hui, les réflexions sur la réouverture à venir ou les questions qu'on se pose, parce que tu es aussi membre du club hôtelier de la ville de Toulouse. C'est quoi un petit peu vos réflexions à date? Comment vous réfléchissez à ce moment de la réouverture de vos établissements? Alors, bonjour et merci pour cette présentation plutôt sympathique. En fait, en plusieurs temps, pour répondre déjà sur le plan de notre groupe familial, on a essentiellement des hôtels d'enseignes du groupe Accor, et on va du 2 étoiles au 4 étoiles. Donc déjà, on n'a pas forcément eu le même prisme et la même perception et engagement sur la réouverture en fonction du segment, effectivement, de l'établissement. On a très rapidement, je pense, donc on avait déjà, si on parle de l'avant, on avait l'ambition de rester ouvert parce que ça nous paraissait, bon, et là, très rapidement, en une semaine, la fatalité a fait qu'on a fermé nos établissements. On a eu ce même élan et cette même envie de réouvrir très vite, tout en ayant bien conscience qu'on était dans une situation, dans un schéma de survie. Quelle a été notre mission première, notre première angoisse et concentration sur l'effort pour vivre l'après sereinement, c'est sauver les emplois. Sauver les emplois, c'est-à-dire qu'on a mis tous nos directeurs en situation, on leur a dit, vous êtes en opération de survie. Donc déjà, il y a eu une première étape très importante qui était de se dire, tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui n'est pas de l'ordre de la survie économique ou de la survie technique du site, on le met en attente et on le met en warning. Ça, c'était la première étape. On a mis quasiment l'intégralité de nos collaborateurs en activité partielle. On a effectivement, pendant tout le long de cette période de confinement, essayer de garder un lien alors avec tous les systèmes un peu alternatifs, WhatsApp, tous les trucs comme ça un peu visio pour savoir déjà que tout le monde aille bien. Donc ça, c'était aussi, on a un groupe familial, donc nos collaborateurs, ça peut paraître surfait, mais c'est un peu notre ADN. C'est une grande famille et on avait besoin de savoir que tout le monde était en sécurité et allait bien. Et au cours de ces prises de température auprès de nos collaborateurs, ce qu'on ressentait, c'était vraiment cette envie d'être à nos côtés et cette envie de participer à la réussite, à la relève en fait de ce groupe à travers cette catastrophe économique, sanitaire sans précédent. Très rapidement, on s'est dit, bon, on ouvre les ventes, c'est-à-dire qu'on s'est mis à la vente et on a choisi la date du jour de déconfinement, mais avec une mise à la vente relativement en amont. Là, on a passé des journées un peu douloureuses parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait zéro mouvement. Donc, pendant des semaines, pas une seule réservation sur nos portefeuilles d'activité. On a quand même gardé le cap. On a organisé, donc on s'est dit déjà qu'on allait, on savait que la reprise allait se faire plutôt par le bas. Donc, en se disant qu'on allait commencer à ouvrir avec des établissements plutôt sur le segment économique, donc les 2 étoiles, les 3 étoiles pour toute la gamme et la famille BIS, et avec l'ambition d'essayer d'être présent un établissement par ville sur lesquels nous sommes. Parce qu'en général, on a soit des combos, soit avec une représentation de plusieurs hôtels sur la même ville. Donc ça, c'est notre engagement, pouvoir apporter une proposition d'hébergement sur chacune des villes sur lesquelles on était présente, exception faite des destinations loisirs qui nous paraissaient être totalement inenvisageables. Je pense par exemple, on a un hôtel à la montagne, à Saint-Lary. Il n'y a pas de sujet. C'est une période sur laquelle ils vivent par les thermes. Là, les thermes, il n'y en a pas, donc il n'y avait pas d'enjeu. Donc à partir du moment où on a mis en place cette stratégie, on a tenu cap, on a mis en place l'organisation, on a vraiment communiqué au niveau des équipes. Toujours cette même réouverture dans cette mission de survie, c'est-à-dire qu'on se met sur une organisation extrêmement light, pas de superflu. C'est les collaborateurs, pas de jardiniers, c'est les collaborateurs qui ne serait-ce que l'entretien extérieur des espaces verts, tout ça,
tu es réceptionniste, oui, aujourd'hui, tu vas peut-être faire en sorte que ton hôtel soit prêt à accueillir un client. Tout le monde a joué le jeu d'une façon remarquable. Voilà. On a expliqué qu'on ne pouvait pas effectivement refaire travailler l'intégralité et que ce n'était pas comme ça que ça pouvait se faire, justement pour accompagner une reprise pérenne et que dans le temps, d'ici quelques mois, on soit là tout aussi solide qu'on l'était il y a quelques mois. Ça a été plutôt très bien compris et on a mis en place un principe de roulement pour, malgré tout, respecter la notion d'équité entre chacun des collaborateurs. C'est bien qu'on se parle aujourd'hui parce qu'on a eu nos premiers clients hier soir. Ah, bah alors, Ouais. Par quel canal, ça m'intéresse, sont venus comment alors en réservation? Alors, beaucoup par des canaux classiques, Accor.com pour ne citer que ça. Peu de passages sur les sites, peut-être un petit peu sur l'hôtellerie très économique, 2 étoiles. On a eu, quand je parle de petits passages, c'est 1 ou 2 sur la journée sur un hôtel. Je vais donner 2 exemples. On a sur un établissement, sur un combo d'établissements sur 160 chambres, accueilli 8 clients hier. Voilà. Sur une autre ville, on a eu la chance d'en avoir sur 180 chambres, 20. Pour nous, c'est quand même une victoire parce que la victoire, c'est de reprendre. C'est de se dire que les clients sont hyper contents de tout ce qui a été mis en place. On a respecté les protocoles d'accueil. On ne peut pas aller plus loin dans ce qui peut être fait, tant au niveau des étages, tant au niveau des collaborateurs que l'on a formés sur les jours qui ont précédé la reprise. Et on s'aperçoit que tous les collaborateurs, tous les clients qui ont été accueillis on les attendait tellement, ces clients, qu'en fait, on avait envie de leur dire ici, c'est safe, voilà, on est content de vous avoir. Donc, ça s'est très, très bien passé. Plutôt périlleux pour les équipes qui ont démarré parce qu'il y avait quand même une forme d'inquiétude à savoir comment les clients vont percevoir ce qu'on leur propose parce qu'il y a quand même, de par toutes les contraintes économiques, une déperdition de la qualité et du service. Au sens, ne serait-ce que les distanciations font que tu enlèves quand même une part très importante de notre métier, c'est le rapport à l'autre. Arrivez, lavez-vous les mains, ce n'est pas des choses qui nous sont très naturelles. Donc ça, nos équipes ont été rassurées de la perception. Il n'y a aucun client qui nous a dit que ce n'était pas normal ou que c'était contraignant ce qu'on leur demandait. Tu rentres par un côté, tu sors par l'autre, dans ta chambre, tu ne vas pas voir ce que tu as d'habitude. Voilà, des choses très élémentaires, mais le client lui expliquait que dans sa chambre, il n'y aura pas de cintre. On a suivi les protocoles, on a enlevé, on a épuré les chambres au maximum. Donc, tu te retrouves, c'est presque une cellule, quoi. Ça ne ressemble pas vraiment à l'hôtellerie comme on a l'habitude de la proposer. On est généreux, on aime bien accueillir, et là, on a l'impression de ne pas aller au bout de notre mission. Ce qui est plutôt réjouissant, c'est qu'on a fait au cours de cette première soirée quelques passages, beaucoup de restauration sur place, puisqu'on avait effectivement cette grosse nécessité de rassurer les clients. C'est les questions qui revenaient souvent sur les derniers jours avant l'arrivée des clients à l'hôtel. Comment allons-nous pouvoir nous restaurer? C'est des choses très simples, avec des kits sanitaires aussi qui sont respectés sur toute la partie production et avec des prises de restauration qui se font directement en chambre. Les clients sont partis contents ce matin. On a quelques clients qui restent là toute la semaine sur les établissements. On observe que c'est une clientèle à faire et avec des contraintes fortes de déplacement. Celui qui est à l'hôtel aujourd'hui, vraiment, c'est qu'il n'a pas le choix. Et sur la région Occitanie, toi qui as une vision assez large et tu échanges beaucoup avec vos confrères dessus, c'est quoi un petit peu le mot d'ordre? Comment on voit l'été alors et cette réouverture? Déjà, sur les 150 hôtels à Toulouse, une toute petite quinzaine sont restés ouverts. Avec des clientèles variées. On a quand même quelques chantiers qui ont continué à Toulouse, donc il y avait cette population-là hébergée, un peu de population sociale, tout ce qu'on a pu entendre pendant le confinement. Et après, quelques clients classiques qui avaient quand même des chefs d'entreprise, des choses qui ont besoin de circuler. Toutes les populations qui travaillaient quand même, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y en avait. La difficulté qu'on a essayé d'organiser sans pouvoir vraiment trop contraindre, puisqu'on est tous indépendants, on a tous envie de se remettre au travail, c'est de se dire si on réouvre tous le même jour, à la même minute, ça va être compliqué, parce qu'il n'y aura pas forcément ça, parce qu'on est plus nombreux à être ouverts, qu'on n'aura plus de clients. C'est toujours le même principe. Globalement, il n'y a pas eu sur toutes les villes sur lesquelles on est, il n'y a pas eu une envolée. Tout le monde n'a pas réouvert hier. C'est quand même ça ce qu'on peut retenir aujourd'hui, avec des ouvertures qui se font
plutôt on va avoir le temps d'absorber, je pense, les flux de clientèle qui vont revenir. On a des gens qui ont décidé de ne pas réouvrir avant la mi-juin. Bon, voilà. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a observé sur Toulouse. L'hôtellerie indépendante, je peux pas faire il y a autant d'hôteliers indépendants qui ont réouvert que de professionnels de chaîne. Donc, ça se voit à peu près. Beaucoup d'interrogations, en effet, par rapport à qu'est-ce qui va se passer dans une métropole comme Toulouse cet été. Donc, je participe notamment via le club hôtelier à beaucoup de réunions et d'organisations pour essayer de rendre la destination attractive malgré toutes les contraintes que l'on va pouvoir rencontrer, accueillir dans les musées les clients avec des visières. Pour la restauration, on ne sait pas encore ce qui va être possible cet été puisqu'on n'a pas cette fameuse date de réouverture. Et tant que la partie mobilité n'est pas solutionnée, et tant que la partie food and beverage n'est pas solutionnée, enfin toute la partie restauration, c'est quand même compliqué pour les gens de se dire je pars en vacances. Tant que tu ne sais pas où est-ce que tu vas manger le soir, est-ce que tu vas pouvoir faire, bon. Donc là, petit à petit, on a eu, en date d'hier, les premiers schémas d'ouverture des musées. Bon, on s'aperçoit que d'ici le 20 juin, les premiers musées toulousains réouvrent. Je prends l'exemple de Toulouse parce que bon, je vis à Toulouse et c'est là que je suis plutôt très présente sur le cœur de la ville et ce qui s'y passe. Voilà, on s'aperçoit que petit à petit, entre la fin, voilà, le 20 mai et la fin juin, quasiment tous les musées auront repris leur activité. Pour l'instant, grande interrogation par rapport aux structures de grosse capacité, en revanche. Donc, tout ce qui est grand parc, pour l'instant, il n'y a pas de date d'annoncer, c'est trop incertain. Au niveau de la ville, effectivement, il y a plein de choses qui sont en lien pour essayer de créer de la ville dans les rues, faire en sorte qu'il y ait quand même de la vie, malgré toutes ces contraintes qui nous sont imposées. Donc, voilà, on sent que tout le monde a cette énergie à vouloir avoir la vie d'avant dans des conditions qui sont celles d'un autre monde, en fait. Donc, Et toi, parce que vous étiez quand même là ces dernières années, vous avez eu un peu une success story quand même. C'est un joli groupe familial qui se développe à son rythme et qui se développe certainement. Donc, tu as à la fois cette casquette de passionné au niveau opérationnel avec vos équipes et on est sur le métier qu'on aime, le métier de l'humain qui fait battre le cœur de cette industrie. Et puis, d'un autre côté, vous avez aussi cette casquette de développement, de continuer à développer, à grandir le groupe. Aujourd'hui, comment vont se faire tes arbitrages entre ces deux sujets? Alors, c'est une question effectivement au cœur de nos préoccupations. On est un groupe familial, on pense aux emplois, on pense vraiment à nos collaborateurs, c'est notre énergie première. Il nous paraît vraiment très, très inapproprié de se dire aujourd'hui quels seront nos investissements de demain. On ne sait déjà pas à quoi effectivement s'en tenir par rapport à nos actifs du moment pour se dire, donc on a globalement à peu près tout mis en suspens, si ce n'est les chantiers. On a quand même 2 chantiers qui étaient en construction, donc la chance c'est qu'ils ont repris, donc ça c'était déjà une bonne nouvelle. Ça fait à peu près 3-4 semaines dans des conditions plutôt compliquées, avec des retards effectivement qui vont forcément s'inscrire et modifier un petit peu nos plannings et nos schémas d'ouverture. Mais tout ce qui était investissement, on avait des choses, on avait des permis de construire qui sont en cours d'instruction. Bon, tous ces chantiers-là, bien évidemment, ce n'est pas le sujet du moment. Et tout le monde comprend qu'on mette ça entre parenthèses. Nos collaborateurs, je ne peux pas imaginer mes collaborateurs se dire mon emploi, on n'est pas en capacité de me dire à 200% demain, tu es toujours dans cette entreprise et qu'à côté de ça, on soit dans un investissement même si la stratégie, même si le projet est beau, même si le projet, c'est des années, des mois peut-être de réflexion, mais ça nous paraît pas, c'est pas dans notre ADN, c'est pas dans notre philosophie. C'est vraiment, on se concentre sur le collaborateur. On a mis tout en place et je pense que la structure de notre groupe, merci de la success story, je sais pas si c'est le mot, mais je pense que la physionomie de notre groupe, on est plutôt des gens qui rassurons en fait. On a des scénarios des prévisionnels qui sont toujours ceux qu'on a annoncés ou toujours ceux qu'on a imaginé faire. On a plutôt ce challenge-là et cette réussite-là dans les projets que l'on a engagés. On a cette fierté de dire qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas avoir plus d'accompagnement que ce qui a été fait. Tous nos partenaires financiers nous ont accompagnés. Des partenaires qui ne sont pas les nôtres se sont proposés de nous accompagner. Donc, sur ce plan-là,
on a joué toutes les cartes qui étaient en notre faveur. Après, voilà, il nous tarde de pouvoir réinvestir parce que c'est quand même, moi, c'est ce qui m'anime au quotidien. J'adore cette partie-là de développement et c'est vrai que c'est ralent, mais c'est pas le sujet du moment. Donc, il faut se concentrer sur l'opérationnel, sur retrouver suffisamment de clients, sur satisfaire nos clients, les mettre en sécurité, mettre nos collaborateurs en sécurité et faire des choses très élémentaires mais fondamentales. Est-ce que dans vos projections, c'est quoi l'atterrissage sur 2020? Évidemment, personne n'a une boule de cristal, on ne sait pas exactement, on espère qu'il sera le mieux possible, mais comme ça, comme ordre de grandeur, toi, tu penses qu'on En perte, on aura quoi? Oui, sur le chiffre d'affaires, on fera combien par rapport à ce que vous là, prévoyez? nous, nos prévisionnels, on va être sur une année où on va perdre 50% de ce qu'on avait imaginé faire. C'est à minima. On avait une année 2018 remarquable, 2019 remarquable, un démarrage 2020 extraordinaire, on peut le dire. Bon, bah écoute, voilà, hein, rien n'est acquis. Et puis là, faut un petit peu réimaginer les choses différemment et en se disant qu'on est quand même très confiant, tu vois. Enfin, quand je dis, enfin voilà, nos emplois, je suis sereine aujourd'hui. Je pense qu'on va y arriver. On est plutôt dans un groupe où voilà, on est des travailleurs, on est optimiste, on a cette énergie-là. Et je pense qu'on est structuré pour y arriver. On a anticipé. Quand je dis qu'on s'est mis en situation de survie, on s'est vraiment mis en situation de survie. Pas une dépense, pas. Voilà, enfin, on ne va qu'à l'essentiel actuellement. Alors, mais évidemment, c'est toujours compliqué de se reprojeter, mais c'est aussi le rôle des entrepreneurs et des gens qui portent ce secteur d'essayer de lever un petit peu le regard pour regarder, pour pointer l'horizon. Tu penses que est-ce que cette crise va impacter durablement les comportements ou les attentes des clients, que ce soit affaires ou loisirs? Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir un petit peu à ces sujets-là? Vous en êtes où de cette réflexion? Alors, il y a deux axes. Il y a un axe dans ta question, il faut le dissocier en deux temps. Il y a un axe un peu philosophique, sociologique. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, on a tous changé dans nos vies? Si je prends mon exemple, moi je sais que demain je vais certainement changer ma façon de travailler parce qu'on a pris des habitudes, on a fonctionné différemment, on n'a peut-être pas envie non plus des mêmes choses pour demain. On a un rapport au temps qui a évolué aussi. Je trouve que ces 2 mois en fait de confinement nous ont mis sur des schémas qu'on n'avait jamais rencontrés et vécus auparavant. On a tous à déconfiner et en reprenant une vie normale sur notre rapport au travail, tu vois, par exemple, ne serait-ce que ça. Donc forcément, sur l'opérationnel, ça va avoir des conséquences sur tout ce qui est le segment MICE, le segment des séminaires, voilà. La mobilité, je pense qu'un chef d'entreprise, il ne va pas demain autoriser un collaborateur à se dire bon, bah, tu y vas pour 2 heures de rendez-vous, on a pour 1 000 € de déplacement avec un billet aller-retour. Ça ne me paraît pas être la formule de demain. On a découvert que les visios fonctionnaient très bien, on a découvert que le télétravail fonctionnait très bien avec des collaborateurs qui sont satisfaits de fonctionner comme ça. Donc, effectivement, il y a un réel enjeu sur le séminaire, il y a un réel enjeu sur comment on utilise nos salles de séminaire, parce que je pense que si on reste sur nos formats, nos salles en rue et en théâtre, on passe à côté du sujet. On ne peut pas continuer à le vendre dans la même manière. De la même façon que le coworking va aussi, je pense, devoir réfléchir aussi à ces business models. Aujourd'hui, une entreprise, elle peut tout à fait faire le choix de se dire, ben voilà, tous les vendredis matins, je sais pas, je te prends l'exemple comme ça, mais tous les vendredis matins, on réunit nos collaborateurs, et après, chacun travaille depuis chez soi. Il faut des moments où les entreprises vont être ensemble, à partir du moment où on pourra se réunir, bien évidemment, hein, je projette la chose. Mais tu as beaucoup de secteurs d'activité dans lesquels occuper des bureaux, des fonciers, avoir des charges, va plus être le sujet de chef d'entreprise. Ça peut aisément se comprendre. Tu réinvestis différemment, tu te fais un business model différent. Enfin, donc, nous, ça a un impact concret et très opérationnel sur que faisons-nous demain de nos salles de séminaire. Est-ce qu'on les... Je sais pas, c'est à réinventer. C'est à réinventer, je pense. Et sur les clientèles loisirs, tu penses qu'il y aura quoi comme impact de ce côté-là? À court terme, je pense qu'on va consommer français, on va consommer voisin, on va effectivement
je pense que là, si je fais un mini sondage du panel des gens qui m'entourent, il y avait une frustration au début de se dire qu'est-ce que je vais faire cet été. Et en fait, je pense que soit, bon, on est fataliste et on se dit qu'on va s'y faire, soit en fait, non, je pense que on se dit, qu'est-ce que je vais découvrir qui est en fait pas si loin de chez moi et dans lequel je vais prendre autant de plaisir que, voilà. Alors, savoir si, ça, je n'ai pas non plus de boule de cristal, hein, mais je ne suis pas médium, savoir si c'est quelque chose qui sera pérenne et qui va changer nos comportements et vraiment de façon profonde et intime chacun d'entre nous, j'en sais rien, ou si ça aura une résonance très courte et puis qu'après chacun reprendra le cours de sa vie de façon assez… Je pense pas, je pense qu'il y aura dans tous les cas un avant, un après sur un plan un peu sociétal, limite philosophique. Ok. C'est pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, je pense que oui. Écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ces éléments avec nous. J'espère que la prochaine fois qu'on se reverra, j'aurai eu le temps d'aller chez le coiffeur, parce qu'avec la sortie du déconfinement, je pense que pour tout le monde, il va falloir retourner à des choses un peu essentielles. Et puis, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger rapidement pour faire un peu un premier bilan vers septembre. En visu, ce serait bien, parce que toi, tu es dans le nord de la France, moi, je suis dans le sud, ce serait un très bon signe qu'on puisse se voir. Exactement. On aura retrouvé la mobilité. Pareillement. À très bientôt. Bye bye.